Mademoiselle Anao, par Joseph Breuer. Fräulein Anao, âgée de 21 ans, à l'époque de sa maladie en 1880, semble avoir une hérédité névrotique assez chargée. On trouve en effet, dans sa nombreuse famille, quelques cas de psychose. Ses parents sont des nerveux bien portants. Elle-même s'est jusqu'alors fort bien portée, n'a jamais présenté de phénomène névrotique pendant tout son développement. Elle est remarquablement intelligente, étonnamment ingénieuse et très intuitive. Étant donné ses belles qualités mentales, elle aurait pu et dû assimiler une riche nourriture intellectuelle qu'on ne lui donna pas au sortir de l'école. On remarquait en elle de grands dons poétiques, une grande imagination contrôlée par un sens critique aiguisé qui d'ailleurs la rendait totalement inaccessible à la suggestion. Les arguments seuls pouvaient agir sur elle, jamais de simples affirmations. Elle est énergique, opiniâtre, persévérante. Sa volonté se mit parfois en entêtement et elle ne se laisse détourner de son but que par égard pour autrui. Malgré les traits essentiels de son caractère, on notait une bonté compatissante. Elle prodiguait ses soins aux malades et aux pauvres gens, ce qui lui était à elle-même d'un grand secours dans sa maladie parce qu'elle pouvait, de cette façon, satisfaire un besoin profond. On observait encore chez elle une légère tendance aux sautes d'humeur. Elle pouvait passer d'une gaieté exubérante à une tristesse exagérée. L'élément sexuel était étonnamment peu marqué. Je ne tardais pas à connaître tous les détails de son existence, et cela à un degré rarement atteint dans les relations humaines. La malade n'avait jamais eu de relations amoureuses, et parmi ses multiples hallucinations, jamais cet élément de la vie psychique ne se manifestait. Cette jeune fille, d'une activité mentale débordante, menait dans sa puritaine famille une existence des plus monotones. Et elle aggravait encore cette monotonie d'une façon sans doute à la mesure de sa maladie. Elle se livrait systématiquement à des rêveries qu'elle appelait son théâtre privé. Alors que tout le monde la croyait présente, elle vivait mentalement des contes de fées, mais lorsqu'on l'interpellait, elle répondait normalement, ce qui fait que nul ne soupçonnait ses absences. Parallèlement aux soins ménagers qu'elle accomplissait à la perfection, cette activité mentale se poursuivait presque sans arrêt. J'aurai plus tard à raconter comment ces rêveries, habituelles chez les gens normaux, prirent sans transition un caractère pathologique. Le cours de la maladie se divise en plusieurs phases bien distinctes. A. L'intubation latente. À partir de la mi-juillet 1880 jusqu'au 10 décembre environ, nous ignorons la plus grande partie de ce qui d'ordinaire se produit dans cette phase. Mais le caractère particulier de ce cas nous permet de le comprendre si parfaitement que nous en apprécions beaucoup l'intérêt au point de vue pathologique. J'exposerai plus tard cette partie de l'observation. B. La maladie manifeste. Une psychose singulière avec paraphasie, strabisme convergent, trouble grave de la vue, contracture parésique totale dans le membre supérieur droit et les deux membres inférieurs, et partielle dans le membre supérieur gauche, parésie des muscles du cou. Réduction progressive de la contracture dans les membres droits. Une certaine amélioration se trouva interrompue par un grave traumatisme psychique en avril, au moment du décès du père. À cette amélioration succéda C, une période de durable somnambulisme alternant par la suite avec des états plus normaux, persistance d'une série de symptômes jusqu'en décembre 1881. D.
suppression progressive des troubles et des phénomènes jusqu'en juin 1882. En juillet 1880, le père de la malade, qu'elle aimait passionnément, fut atteint d'un abcès péripleurétique qui ne put guérir et dont il devait mourir en avril 1881. Pendant les premiers mois de cette maladie, Anna consacra toute son énergie à son rôle d'infirmière et personne ne put s'étonner de la voir progressivement décliner beaucoup. Pas plus que les autres sans doute, la malade ne se rendait compte de ce qui se passait en elle-même, mais peu à peu, son état de faiblesse, d'anémie, de dégoût des aliments devient si inquiétant qu'à son immense chagrin, on l'obligea à abandonner son rôle d'infirmière. De terribles quintes de toux fournirent d'abord le motif de cette interdiction. Et ce fut à cause d'elle que j'eus pour la première fois l'occasion d'examiner la jeune fille. Il s'agissait d'une toux nerveuse typique. Bientôt, Anna ressentit un besoin marqué de se reposer l'après-midi, repos auquel succédait dans la soirée un état de somnolence puis une grande agitation. Un strabisme convergent apparut au début de décembre. Un oculiste attribua faussement ce symptôme à une parésie du nerf abducens. À partir du 11 décembre, la patiente dut s'aliter pour ne se relever que le 1er avril. Des troubles graves, en apparence nouveaux, se succédèrent alors rapidement. Douleur du côté gauche de l'occiput, strabisme convergent, diplopie, qui était plus prononcé à chaque contrariété. Peur d'un écroulement des murs, en lien avec une affection du muscle oblique, trouble de la vue, difficilement analysable, parésie des muscles antérieurs du cou, de telle sorte que la patiente finissait par ne plus pouvoir remuer la tête qu'en la resserrant entre ses épaules, soulevée et en faisant mouvoir son dos. Contracture et anesthésie du bras droit, puis au bout de quelque temps de la jambe droite, ce membre étant raidi et recroquevillé vers le dedans. Plus tard, les mêmes troubles affectent la jambe et enfin le bras gauche, les doigts conservant pourtant une certaine mobilité. Les articulations des deux épaules ne sont pas non plus tout à fait rigides. La contracture affecte surtout les muscles du bras, puis plus tard, lorsque l'anesthésie put être mieux étudiée, la région du coude qui s'avéra la plus sensible. Au début de la maladie, l'examen de l'anesthésie ne fut pas suffisamment poussé à cause de la résistance qui opposait la malade apeurée. C'est dans ces circonstances que j'entrepris le traitement de la malade et je pus tout aussitôt me rendre compte de la profonde altération de son psychisme. On notait chez elle deux états tout à fait distincts et très souvent et de façon imprévisible, alternaient et qui, au cours de la maladie, se différencièrent toujours davantage l'un de l'autre. Dans l'un de ces états, elle reconnaissait son entourage, se montrait triste, anxieuse, mais relativement normale. Dans l'autre, en proie à des hallucinations, elle devenait méchante. C'est-à-dire qu'elle vociférait, jetait des coussins à la tête des gens et dans la mesure où sa contracture le lui permettait, arrachait avec ses doigts, restés mobiles, les boutons de ses couvertures, de son linge, etc. Si pendant cette phase l'on modifiait quelque chose dans la pièce, si quelqu'un venait à entrer ou à sortir, elle se plaignait de ne pas avoir de temps à elle, remarquait les lacunes de ses propres représentations conscientes. Dans la mesure du possible, on la contredisait et on cherchait à la rassurer quand elle se plaignait de devenir folle.
Mais alors, chaque fois qu'elle avait jeté au loin ses coussins, etc., elle gémissait d'abandon, du désordre où on la laissait, et ainsi de suite. Dès avant qu'elle s'alitât, on avait déjà noté chez elle de semblables absences. Elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, on répétait les derniers mots pour la poursuivre quelques instants plus tard. Peu à peu, ces troubles prirent l'acuité que nous avons décrite, et au point culminant de la maladie, quand la contracture affecta aussi le côté gauche, elle ne se montra à moitié normale que pendant de très courts instants de la journée. Toutefois, même pendant les périodes de conscience relativement claires, les troubles réapparaissaient. Sautes d'humeur des plus rapides et des plus prononcées, gaieté très passagère en général, vifs sentiments d'anxiété, refus tenace de toute mesure thérapeutique, hallucinations angoissantes ou cheveux, lacets, etc., lui semblaient être des serpents noirs. En même temps, elle s'adjurait de n'être pas aussi stupide puisqu'il ne s'agissait que de ses propres cheveux, et ainsi de suite. Dans ses propos de pleine lucidité, elle se plaignait de ténèbres dans son cerveau, disant qu'elle n'arrivait plus à penser, qu'elle devenait aveugle et sourde, qu'elle avait 2 mois, l'un qui était le vrai et l'autre le mauvais, qui la poussait à mal agir, etc. L'après-midi, elle tombait dans un état de somnolence qui se prolongeait jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, réveillée, elle se plaignait d'être tourmentée, ou plutôt ne cessait de répéter l'infinitif « tourmentée, tourmentée ». Un grave trouble fonctionnel du langage était apparu en même temps que les contractures. On observa d'abord qu'elle ne trouvait plus ses mots, phénomène qui s'accentua peu à peu. Puis grammaire et syntaxe disparurent de son langage. Elle finit par faire un usage incorrect des conjugaisons de verbes, n'utilisant plus que certains infinitifs formés à l'aide de prétérits de verbes faibles et omettant les articles. Plus tard, les mots eux-mêmes vinrent à lui manquer presque totalement. Elle les empruntait péniblement à 4 ou 5 langues et n'arrivait plus guère à se faire comprendre. En essayant d'écrire, elle se servait du même jargon au début, car ensuite la contracture l'en empêcha tout à fait. 2 semaines durant, elle garda un mutisme total et, en s'efforçant de parler, n'émettait aucun son. C'est alors seulement que le mécanisme psychique de la perturbation put s'expliquer. Je savais qu'une chose qu'elle avait décidé de taire l'avait beaucoup tourmentée. Lorsque j'appris cela et que je la contraignis à en parler, l'inhibition, qui avait rendu impossible toute autre expression de pensée, disparut. Les absences hallucinatoires étaient remplies de figures terrifiantes, de têtes de mort et de squelettes. Comme elle racontait une partie de ces scènes tout en les vivant, son entourage prenait généralement connaissance du contenu des hallucinations. L'après-midi, somnolence. Vers le soir, hypnose profonde à laquelle elle avait donné le nom technique de clouds, nuages. Si elle pouvait ensuite raconter ses hallucinations de la journée, elle se réveillait lucide, calme, gaie, se mettait au travail et passait la nuit à dessiner et à écrire, se montrait tout à fait raisonnable et se recouchait vers 4 heures.
À la campagne, où il ne me fut pas possible d'aller voir quotidiennement la malade, les choses se passèrent de la façon suivante. J'arrivais le soir, au moment où je la savais plongée dans son état d'hypnose, et la débarrassait de toutes les réserves de fantasmes accumulées depuis ma dernière visite. Pour s'assurer le succès, il fallait que ce fût fait à fond. Alors, tout à fait tranquillisée, elle se montrait le jour suivant aimable, docile, laborieuse, voire même enjouée. Le deuxième jour, et surtout le troisième, son humeur devenait toujours moins bonne. Elle était revêche, désagréable. En cet état, il devenait parfois difficile, même sous hypnose, de la faire parler. Elle avait donné à ce procédé le nom bien approprié et sérieux de Talking Cure, cure par la parole, et le nom humoristique de Kidney Sweeping, ramonage. C'est en rentrant de voyage, après plusieurs semaines de vacances, que j'obtins la preuve la plus évidente de l'action pathogène, excitante, des complexes de représentation produits au cours de ces états d'absence. Dans sa condition seconde, la preuve aussi de leur liquidation par un récit fait sous hypnose. Pendant mon voyage, aucune talking cure n'avait été entreprise, puisqu'il était impossible d'amener la malade à parler devant qui que ce soit d'autre que moi. Fût-ce même devant le docteur B, qu'elle aimait pourtant beaucoup. Je la retrouvais dans un triste état moral, paresseuse, indocile, d'humeur changeante, méchante même. Dans les récits du soir, je constatais que sa veine poético-imaginative était en train de s'épuiser. Elle donnait toujours plus de compte rendu de ses hallucinations et de ce qui, les jours précédents, l'avait contrariée. Tout cela enjolivé de fantasmes, mais plutôt traduit en formules stéréotypées qu'en poèmes. L'état de la patiente ne devint supportable que lorsqu'elle fut revenue passer une semaine en ville, et que j'eus réussi à lui extorquer, soir après soir, 3 à 5 récits. Une fois ce travail terminé, tout ce qui s'était accumulé pendant mon absence se trouva liquidé. C'est alors seulement que se rétablit le rythme de comportement dont nous avons parlé. Le lendemain de son récit, amabilité, gaieté. Le jour suivant, plus grande irritabilité, maussaderie. Le troisième jour, humeur vraiment détestable. Son état moral était fonction du temps écoulé depuis la dernière séance, parce que chacune des productions spontanées de son imagination, chacun des incidents saisis par la partie malade de son psychisme, agissait à la manière d'un excitant psychique, tant qu'elle n'en avait pas, en état d'hypnose, fait le récit. Grâce à ce récit, l'incident perdait totalement sa nocivité. En observant que chez cette malade, les symptômes disparaissaient dès que les incidents qui les avaient provoqués se trouvaient reproduits, nous en tirâmes une thérapeutique à laquelle il était impossible de rien reprocher au point de vue des conclusions logiques et de la réalisation systématique. Chacun des symptômes de ce tableau clinique compliqué fut isolément traité. Tous les incidents motivants se trouvèrent mis à jour dans l'ordre inverse de leur production, à partir des jours ayant précédé l'alitement de la malade et en remontant jusqu'à la cause de la première apparition des symptômes. Une fois cette cause révélée, les symptômes disparaissaient pour toujours. Pour toujours. C'est ainsi que furent éliminés, grâce à cette narration dépuratoire, les contractures parasites et les anesthésies, les troubles de la vision, de l'audition, les névralgies, la toux, les tremblements, etc. Et finalement aussi les troubles de l'élocution.
En juillet 1880, un abcès subpleural rendit son père gravement malade. Anna et sa mère se partagèrent les soins à donner. La jeune fille se réveilla une nuit, dans un état de grande angoisse et d'attente anxieuse. Le malade était très fiévreux et l'on attendait de Vienne l'arrivée du chirurgien, qui devait procéder à l'opération. La mère s'était éloignée pour quelques moments et Anna, assise auprès du lit, avait le bras droit appuyé sur le dossier de sa chaise. Elle tomba dans un état de rêverie et aperçut, comme sortant du mur, un serpent noir qui s'avançait vers le malade pour le mordre. Il est très vraisemblable que dans la prairie située derrière la maison se trouvaient réellement des reptiles qui avaient en d'autres occasions effrayé la jeune fille et qui maintenant formaient l'objet d'une hallucination. Elle voulut mettre en fuite l'animal, mais resta comme paralysée, le bras droit endormi, insensible et devenu parésique, pendant sur le dossier de la chaise. En regardant ce bras, elle vit ses doigts se transformer en petits serpents à tête de mort, les ongles. Sans doute avait-elle tenté de chasser les serpents à l'aide de sa main droite engourdie, d'où l'insensibilité et la paralysie de celle-ci, ainsi associée à l'hallucination des serpents. Lorsque ceux-ci eurent disparu, dans sa terreur, elle voulut prier, mais les mots lui manquèrent. Elle ne put s'exprimer en aucune langue jusqu'au moment où elle trouva enfin un vers enfantin anglais et qu'elle put, en cette langue, continuer à penser et à prier. L'intérêt de ce cas me semble dépendre avant tout du fait que la pathogénésie en est très transparente et très aisément explicable. Deux particularités psychiques observables chez cette jeune fille, alors qu'elle était encore parfaitement bien portante, ont joué le rôle de facteurs prédisposants à l'hystérie. 1. Dans cette monotone existence familiale, la jeune fille, privée d'un travail intellectuel approprié, voyait se décharger par des fantasmes continuels un excès inemployé d'activité et d'énergie psychique. 2. Une rêverie diurne habituelle, le théâtre privé, pouvait favoriser l'établissement d'une dissociation de la personnalité mentale. Toutefois, cette dernière ne sort pas encore des limites du normal. La rêverie, comme la méditation, pendant un travail plus ou moins mécanique, n'entraîne pas nécessairement de dissociation pathologique du conscient, étant donné que toute interruption, toute interpellation par exemple, en rétablisse l'unité normale et qu'il n'en demeure probablement aucune amnésie. Toutefois, chez Anna O, les rêveries préparèrent le terrain sur lequel s'établit, comme nous l'avons décrit, l'affect d'angoisse et d'attente anxieuse, une fois que cet affect eut mué la rêvasserie habituelle en absence hallucinatoire. On constate avec étonnement que dans les premières manifestations des débuts de la maladie, les caractéristiques principales de celle-ci, destinées à persister pendant presque 2 années, se trouvent déjà entièrement constituées. L'existence d'un second état de conscience apparaissant d'abord sous la forme d'une absence passagère, pour ensuite donner une double conscience. Les troubles du langage provoqués par l'affect d'angoisse, avec décharge fortuite, due à une poésie enfantine anglaise. Plus tard, une paraphasie et un oubli de la langue maternelle remplacés par un anglais parfait. Enfin, la paralysie, par compression du bras droit, qui se transforme ultérieurement en contracture parésique droite. Le mécanisme de formation de cette dernière affection correspond entièrement à la théorie de Charcot relative à l'hystérie traumatique, état hypnotique où se produit un léger traumatisme. Je ne regrette pas trop
que le caractère incomplet de mes notes m'empêche de ramener tous les symptômes hystériques à leur motivation. La patiente les avait retrouvés, à une exception près, comme nous l'avons dit, et chacun des symptômes disparaissait, une fois que la première cause déclenchante avait été racontée. C'est de cette même façon que s'acheva toute l'hystérie. La malade elle-même était fermement décidée à ce que sa maladie fût liquidée le jour anniversaire de son transfert à la campagne. C'est dans cette intention qu'elle déploya, au début de juin, une grande énergie à pratiquer sa talking cure. Le dernier jour, après avoir arrangé sa chambre, comme l'avait été celle de son père, ce qui contribua à la solution, elle me fit le récit de l'angoissante hallucination que nous avons rapportée, qui avait déterminé toute la maladie et à partir de laquelle elle n'avait plus été capable de penser ou de prier qu'en anglais. Immédiatement après ce récit, elle s'exprima en allemand et se trouva dès lors débarrassée des innombrables troubles qui l'avaient affectée auparavant. Elle partit ensuite en voyage, mais un temps assez long s'écoula encore avant qu'elle pût trouver un équilibre psychique total. Depuis, elle jouit d'une parfaite santé.